l'immobilier en Suisse ne cesse pas de croître. Donc, tu as tout le temps des nouvelles constructions. Ces nouveaux immeubles, il faut des prestataires pour pouvoir faire la gestion, l'exploitation. Donc, on a un parc qui grandit. Derrière, il faut du coup que les gérants se développent. J'ai l'impression d'ailleurs que toutes les régies sont complètement dépassées. Un ami d'ailleurs qu'on connaît en commun qui m'a dit que honnêtement, à Martigny aujourd'hui, tu ouvres 3 régies supplémentaires. Demain, elles ont les 3 du travail. Ouais. C'est incroyable. Et puis ça, je le constate tous les jours puisque aujourd'hui, je ne fais plus l'activité de gestion d'immeubles et de PP. Mais honnêtement, j'ai facilement 1 fois par jour quelqu'un qui m'appelle et qui me demande « Est-ce que tu prendrais pas notre immeuble en gestion ?» Ah ouais ? Ouais. 1 fois par jour ? Ouais. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Laura Sarrazin. Hello Laura. Salut Edouard. Merci beaucoup d'accepter de faire cet épisode avec moi. Avec grand plaisir. Donc, Laura qui a fondé la société Laura Immobilier. Exact. L'apostrophe OVA. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Peut-être raconte-nous premièrement, qu'est-ce que tu as fait, quel est ton parcours jusqu'à maintenant, qui est très, très immobilier. Et puis ensuite, on détaillera un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. Ok, ça marche. Alors, moi, entre guillemets, je suis tombée dans l'immobilier un peu comme Obélix dans la soupe, puisque mon père donc, avait une agence immobilière, petite PME à Martigny. Donc, je l'ai rejoint tout de suite à 19 ans, à la suite de mon école de commerce. Et puis, j'ai démarré tout en bas de l'échelle, donc j'ai pu d'abord faire vraiment tout l'aspect administratif, réception. Et puis, au fur et à mesure, j'ai eu envie de progresser et puis surtout de pouvoir découvrir toutes les différentes activités qu'on avait, puisqu'on faisait de la gérance d'immeubles locatifs, on faisait de la gestion de copropriété, du courtage, de l'expertise. Et j'ai eu assez rapidement l'envie de développer mes compétences et puis vraiment dans chaque activité. Donc, pour parfaire aussi l'expérience terrain, j'ai entamé assez rapidement des études. Donc, j'ai fait, pour démarrer, le brevet de courtage, puisque je gérais d'abord le département courtage. Ah, t'as commencé par le courtage ? J'ai commencé par le courtage, oui. Ah, ouais. J'étais sûr que c'était la gérance. Non, mes premiers amours auprès desquels je suis retournée, du coup, c'était le courtage. Ah ouais. L'aspect négociation, mise en valeur a toujours été ce que j'ai préféré dans le métier de l'immobilier. Ok, donc brevet courtage pour commencer. Ouais. Très jeune d'ailleurs. Ouais, j'avais 24 ans quand je l'ai obtenu. Excellent. Et en fait, j'ai enchaîné directement puisque on avait besoin de développer le pôle gérance. Et comme je me prédestinais à quelque part à reprendre l'activité familiale, c'était important que je puisse avoir la maîtrise des différents métiers et pas seulement le courtage. Mmh. Donc, j'ai démarré surtout par de la gestion de PP. On avait quand même une centaine de copropriétés, environ également 112 immeubles locatifs. Donc, il fallait que je puisse maîtriser cet aspect de la gérance où notamment quand même tout le droit du bail et toutes les difficultés administratives sont quand même assez lourdes des conséquences. Donc, tu as besoin d'acquérir aussi des connaissances par le biais de la formation. Donc, vous étiez nombreux là ? Au niveau du service gérance PP, tu dis ? On était quand même 5 collaborateurs. Ouais. Ah, ok. Ouais. D'accord. Pour la gestion, puis naturellement, on avait aussi 2 comptables pour tout l'aspect comptabilité entre les PP et les immeubles locatifs. Ok. Donc, tu as commencé dans le courtage, tu as fait le brevet de courtage. Après, tu as réussi, tu as sauté dans la gérance. Move incompréhensible, d'ailleurs, pour tous les professionnels de l'immobilier qui nous écoutent. Ne comprendront pas pourquoi. Mais c'est intéressant, ça. Dans mon cas, entre guillemets, il était... j'avais l'intention de reprendre la société familiale. Mmh. Donc, comme on avait ces activités de gérance locative et PPE, j'avais pour moi besoin de maîtriser la matière et de maîtriser mes gérants d'immeubles. Mmh. Et puis de pouvoir les accompagner sur des dossiers un peu plus
complexes ou lors d'assemblées de copropriétaires un peu plus difficiles où il peut y avoir des litiges, des situations délicates. Donc c'est pour ça que... oui. Donc c'est pour ça que pour moi, ça paraissait important aussi de maîtriser en fait cet aspect-là et de pouvoir représenter et défendre les intérêts des propriétaires qui nous confiaient la gestion de leurs immeubles. Notamment aussi, on gérait pour des fonds de placement, pour des caisses de pension. Donc on avait quand même toute une série d'institutionnels avec également des exigences plus élevées, avec des besoins en reporting et autres. Donc ça nécessite que tu maîtrises parfaitement ton sujet. Ouais, complètement. Voilà. Tu préfères quoi entre la gérance locative et l'administration de PPE ? Alors, entre les deux, je préfère la gestion de copropriété. Surtout en Valais. Il faut juste préciser aussi que faire de la gestion locative et de la gestion PPE, c'est quand même plus facile en Valais que sur d'autres cantons. Parce que honnêtement, justement, quand j'entends mes confrères des autres cantons et les autres litiges, difficultés qu'ils ont, nous, on est encore assez préservés d'un côté dans nos rapports, que ce soit avec les locataires, les copropriétaires. Mais la gestion de copropriété, tu te concentres déjà que sur les parties communes, donc tu n'as pas toute la problématique liée aux rénovations des appartements ou des problèmes qui peuvent surgir dans les appartements. Tu as quand même un public qui est, en général, comme ils sont propriétaires, plus attentifs aux biens, qui vont créer moins de problèmes de voisinage, de difficultés, au niveau des parties communes et autres. Ils sont en général plus attentionnés que certains locataires. Et il n'y a pas tout ce qui est les difficultés en lien avec le droit du bail. Le droit du bail qui est quand même clairement rédigé et à juste titre à quelque part parce que c'est la partie faible en faveur du locataire. Ouais. Mais c'est vrai que la difficulté de gérer les locataires est à mon sens plus élevée que dans une copropriété où on retrouve quand même une ambiance en général plus détendue, puis des propriétaires qui ont aussi à cœur d'entretenir leurs biens, de veiller à bien s'entendre les uns envers les autres. Ouais, ça c'est pas tout le temps. Comment tu fais pour gérer le copropriétaire qui, dans chaque PPE, fait chier tout le monde ? Alors moi, j'ai une solution. Ah, c'est quoi Parce qu'en effet... D'accord, il y en a toujours un. Il y en a toujours un. Il y en a toujours un. Alors, moi, j'ai trouvé une solution et la plupart du temps, elle est payante. Elle pourrait être quitte ou double, mais moi, elle a plutôt été payante que défavorable. C'est en fait de lui donner un peu d'importance. Alors, il y a un moyen de le faire. Dans la plupart des copropriétés, on peut avoir ce qu'on appelle les délégués d'immeubles ou qu'on appelle aussi le bureau ou comité de délégation et autres. Puis c'est donc la personne, donc elle doit être validée en assemblée quand même. Elle n'a aucune rémunération, elle n'a aucun pouvoir de représentation au sens propre, mais c'est la personne qui peut faire le lien entre les copropriétaires et du coup l'administrateur de PP. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'administrateur, en règle générale, à part une ou deux fois dans l'année, il ne va pas voir les immeubles. Donc c'est toujours bien d'avoir un copropriétaire qui, par exemple, va te donner l'information que... je sais pas, la porte d'entrée, elle ferme plus correctement, ou qu'il y a un souci d'entrepôt dans les sous-sols ou ce genre de choses. À savoir aussi que les concierges sont pas toujours sur place. Ça peut être des sociétés de conciergerie. Ou quand tu fais des travaux, il faut une personne pour accueillir les ouvriers, leur ouvrir la porte, leur donner les accès, par exemple, à la chaufferie et autres. L'administrateur peut pas se déplacer systématiquement pour ce genre d'éléments. Ouais, donc, d'avoir une personne référence, déjà, toi, dans ton rôle d'administrateur, ça t'enlève des déplacements et ça t'évite certaines choses, et puis tu es tenu au courant. Et pour en revenir donc à la question du copropriétaire qui est un peu plus casse-pied, c'est que dès que tu lui donnes un peu d'importance, tout d'un coup, ils sont... un peu plus légitimé à quelque part. Ouais. Et puis même, tout d'un coup, il se rend compte que, en fait, quand les autres viennent vers lui avec des problématiques et autres, que c'est chiant. Donc lui-même se retrouve, en fait, finalement, à être beaucoup moins vindicatif. Ouais, mais vraiment.
Et je l'ai fait donc vraiment dans plusieurs PP où finalement j'ai pris avec moi plutôt ces personnes qui étaient tout le temps en train de contester, de remettre en question et autres. Je leur ai donné ce petit rôle et finalement ça s'est même avéré positif pour tout le monde, quoi. Pour moi en tant qu'administratrice, pour lui parce que du coup il était cette courroie, donc ça lui donnait un peu d'importance. Puis souvent finalement c'est ce qu'ils veulent, hein. Ils font beaucoup de bruit pour être... Enfin, je veux dire, c'est un petit peu comme l'enfant qui manifeste. C'est exactement ça. J'existe, voilà. Et puis, finalement, pour les autres administrateurs, où ça calme les autres copropriétaires, où finalement, ça calme le jeu. Puis eux, ils ont, comme je dis, un représentant. Et donc, c'est souvent une solution qui est win-win. Ok, magnifique. Donc, moi, c'est la petite astuce que j'ai par rapport à très bonne astuce, parce que tout le monde est confronté à ça. Hein. Ouais. Franchement, des peu d'assemblées auxquelles j'ai participé, c'est incroyable. Il y a toujours une personne qui veut pas faire comme les autres. C'est ça. C'est une question de principe. C'est une question de principe. Après, ma foi, en copropriété, heureusement, l'outil, ça va être le vote et puis la majorité. Ouais. Et puis en général, il n'y a que lui qui est, qui est défavorable à la décision. C'est clair. Ouais. Donc, courtage après gérance, après diplôme. Ouais. La totale. Le grand chelem. Exactement. Donc, en fait, j'avais déjà fait donc, le courtage, du coup, suivi droit derrière du brevet de gérance. Donc, j'étais à 4 ans d'études parce que auparavant, il y avait un module de base avant de pouvoir rentrer dans les brevets. Maintenant, ils ont changé la méthodologie. C'est donc 18 mois maintenant pour faire un brevet. Et puis, à l'époque aussi, ce qu'il y a, c'est que... en fait, pour faire le diplôme, il fallait avoir 2 brevets. C'est aussi ce qui m'avait motivée en fait à faire la gérance, parce qu'en soi, c'est pas l'activité que je préfère, mais je voulais avoir le diplôme d'administrateur et les conditions avant étaient d'avoir 2 brevets. Condition qui est tombée le jour où j'ai reçu mon diplôme. Voilà. Mais même jour quasiment le même jour. Enfin, à la remise de mon brevet de gérance, l'organisateur des cours me donne le brevet et me dit « Ah, si jamais ça vient de tomber, il n'y a plus que besoin d'un brevet pour faire le diplôme. » Mais bon, en soi, comme je dis, je voulais maîtriser aussi cet aspect de gérance. Je voulais maîtriser aussi la PPE et puis... je veux dire, il n'y a pas de clivage entre les métiers. Donc, c'est de toute façon une plus-value, même si tu fais que du courtage, de maîtriser aussi tous ces aspects de gérance et de gestion de copropriété. Parce que tu vas pouvoir donner, du coup, un conseil beaucoup plus avisé et beaucoup plus large que si tu es juste courtier de base, entre guillemets. C'est clair, surtout dans la vente d'immeubles. Surtout dans la vente d'immeubles, qui est un peu ma prédilection. Ouais, ça, on en parlera tout à l'heure. Et du coup, le diplôme, c'est bien, alors c'est intéressant. Je devrais faire ça ou pas? Finis déjà ton brevet de gérance. Mais non, mais je me dis, j'hésite si un jour l'opportunité se présente, je sais pas si ça vaut la peine ou pas. Bon, ce qui est intéressant, c'est que si tu veux, tu as déjà tes connaissances de base et de métier par rapport à la voie que tu as choisie, c'est gérance, expertise ou courtage. Mais là, tu vas avoir de nouveau un aspect généraliste où tu vas vraiment aussi devoir connaître les autres activités du domaine. Et tu as aussi tout un accès lié au management. Ce qui est intéressant puisque logiquement, si tu développes aussi, que tu vas dans un diplôme, c'est que tu as envie d'avoir ta société ou de grader, parce que c'est aussi un des moyens quand même de faire des brevets ou faire le diplôme, de pouvoir grader, devenir chef de groupe, chef de région, ainsi de suite. Et puis là, tu vas justement acquérir des connaissances plus développées aussi sur la gestion du personnel, sur l'économie, la gestion d'entreprise, qui sont des plus-values pour... c'est plus du management, C'est plus axé, management. Après, tu retournes dans tout. Donc, tu as aussi énormément de droits. Comme tu vas être amené à gérer du personnel, tu as vraiment aussi tout l'aspect ressources humaines, la question des assurances sociales, et puis les différentes... Voilà. Mais les assurances sociales, les questions, mais tu dois les faire, tu dois faire ta fiscalité, tu dois maîtriser ta TVA, tu dois connaître les
les législations par rapport aux successions, les donations, c'est quand même vaste. Et puis, tu vas quand même de manière très approfondie dans chacun des sujets. Ok. Bon, bah alors je verrai. Voilà. Et du coup, après, quand tu as terminé le diplôme, qu'est-ce qui s'est passé? Alors... Gérance pure, là, pendant... Non. Du coup, ça faisait déjà un moment, en fait, très jeune, en fait, comme on était PME familiale, mon père a fait le relais. Donc, à 26 ans, entre guillemets, je gérais déjà la société, toute la partie immobilière, parce qu'on avait aussi une partie fiduciaire, mais qui était gérée par un de nos associés. Okay. Donc, nous, on était vraiment concentrés sur l'activité immobilière. Et en fait, je faisais déjà toute la gestion aussi du personnel, l'aspect stratégique de la boîte, le développement. Donc, j'étais même plus finalement à l'acquisition de mandats, que ce soit de mandats de courtage ou mandats de gérance, puisqu'on souhaitait développer les activités. Mm-hmm. Donc, il y a aussi tout cet aspect-là. Puis finalement, en tant que responsable de l'agence, tu te concentres sur ces aspects-là. La gestion du personnel, on était quand même 14, donc ça prend vite, ça prend vite du temps aussi. Et puis, tout ce qui est conserver ton réseau, développer ton réseau et autres. Donc, je faisais pas de la gérance, entre guillemets, pure et dure, sauf sur quelques immeubles, on va dire, un peu plus complexes, parce qu'on peut s'imaginer l'immeuble traditionnel, lambda, mais on a aussi des immeubles... où tu peux déjà 100% commercial, par exemple, avec... C'est plus compliqué, ça? C'est d'autres approches. Et puis là, tu es quand même sur du droit du bail aussi commercial, qui fait que soit tu as un personnel qui est formé, qui a l'expérience sur le commercial. Nous, c'était pas trop le cas. C'était plutôt moi qui avais la casquette dès que c'était un peu des immeubles plus complexes. Ou avec des propriétaires un peu plus exigeants, on va dire, qui gardaient en fait comme le kayakant, la relation avec le propriétaire était menée directement par moi. Ok, d'accord. C'est intéressant ça. Je me dis, dans un immeuble purement commercial, c'est forcément un petit peu moins contraignant, non? Je veux dire, les gens, ils sont un peu moins chiants. Pas forcément. Pas forcément. Ah ouais, okay. Après, tu as le commercial de bureau, où là, ça peut rester finalement assez simple. Mais quand on pense en termes commercial, typiquement, on a des centres commerciaux. Et là, c'est encore une autre approche. Tu as la partie technique qui est beaucoup plus complexe, parce que tu te retrouves avec des installations, c'est pas une petite chaudière en bas au rez-de-chaussée, tu as des systèmes de ventilation, tu as des chaudières qui sont des gros monstres, et tu as d'autres problématiques à gérer. Et dans les centres commerciaux, tu as quand même pas mal de rotation. Tu as aussi les loyers qui sont liés au chiffre d'affaires. Tu as quand même régulièrement certaines enseignes qui peuvent ne plus réussir à tourner. Donc, tu dois faire des procédures. Tu as quand même pas mal de procédures aussi en termes de contentieux. Ok, ouais. Ouais, mais c'est intéressant, c'est technique ça. C'est plus technique. Ouais, ok. Et alors aujourd'hui, tu as lancé l'activité de courtage assez récemment? Alors, j'ai relancé donc ma société Laura Immo en début de cette année, en mars de cette année pour être précise, avec 2 pôles d'activité. Première activité courtage, mais essentiellement d'immeubles ou de promotion. Et puis ma deuxième activité, c'est le consulting, donc le conseil. Puis là, j'ai deux prestataires. J'ai les gérances immobilières qui peuvent faire appel à moi, puisque c'est quand même un monde où ça devient assez difficile de trouver des personnes compétentes. Puis justement, avec l'expérience que j'ai acquis pendant 13 ans auprès de ma première expérience professionnelle, ça me permet d'aller directement dans leur entreprise et puis de les accompagner dans la mise à niveau de leur entité, parce qu'il y a certaines régies qui ont accumulé énormément de retard, tant en termes de digitalisation qu'en termes de dossiers. Puis finalement, quand tu as trop de retard, il faut des fois avoir quelqu'un de neutre qui vient, puis qui te fait un inventaire. C'est exactement ce que je propose. Je viens, je fais un inventaire.
J'identifie aussi les personnes qui ont un potentiel de développement. S'il faut, je participe à leur développement. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que ça fait aussi 11 ans que je suis enseignante des métiers de l'immobilier pour l'USPI Formation. Et du coup, je donne aussi ce coaching directement sur le terrain pour les agences. Donc parfois, c'est des missions que je reçois. J'en ai fait une dernièrement où je suis vraiment intervenue pendant un an et demi. Je venais une fois par semaine et j'ai tout mis la structure avec l'aide du personnel à plat. Okay. Et puis, je leur ai donné les formations et autres nécessaires, les coachings nécessaires pour qu'ils soient à niveau. Ah, excellent. Formation sur site, quoi. Formation sur site, ça. Avec directement en plus les problématiques liées aux clients. Ouais. Et puis, en plus, comme je connais bien aussi le rapport avec les institutionnels ou le rapport avec les privés qui sont différents, ça me permet vraiment de pouvoir accompagner et les aider pour rattraper un peu le retard, quoi. C'est plus simple de bosser avec les institutionnels ou bien les privés ? Bon, les institutionnels, ils ont leurs exigences. Ouais. Tu es obligé de les respecter. Sinon, ils vont t'enlever le mandat. Mais finalement, elles peuvent être exigeantes, mais elles sont connues et elles sont récurrentes. Donc, si tu es bien organisé, franchement, ça roule avec les institutionnels, mais ça demande vraiment de base que tu sois bien organisé, bien structuré. Mais tu connais tes exigences, tu connais tes échéances, tu connais leurs besoins en reporting. Donc, c'est quelque chose qui se maîtrise très bien. Et en règle générale, c'est des parcs, c'est des portefeuilles intéressants. Okay. Et en règle générale, de nouveau, les institutionnels, ils rénovent, ils n'ont pas de problème d'investissement et autres. Donc, sur les aspects aussi, validation des travaux, tout ça, c'est rapide, ça coule. Donc, moi, je préfère presque travailler avec les institutionnels. Mmh. Les privés, tu as plein de profils différents. Ouais. Et entre autres, tu as le privé il veut tout ça. Il te donne en gestion, mais il veut tout savoir puis il veut tout faire. Donc, ou justement, il veut investir. Tu dois refaire une peinture. Enfin, moi, j'avais un propriétaire. Pourtant, c'était un propriétaire aisé, hein. Mais il n'y a pas de petites économies. Donc, s'il fallait refaire une peinture au départ de locataire, c'est lui qui allait prendre son bidon de peinture et qui allait refaire l'appartement. Ah ouais. Eux, tu vois, il faut leur soumettre les dossiers locataires. Un institutionnel, ils sont fous que ce soit ABCD, pourvu que tu choisisses un bon profil et puis que la personne t'ait vérifié ses capacités financières. Ils s'en fichent à quelque part de savoir si c'est Luc ou si c'est Paul, ou ainsi de suite. Le privé, il faut lui soumettre les dossiers, il va te demander, mais est-ce que vous êtes sûr ? Est-ce qu'il n'y a pas d'animaux ? Est-ce qu'il n'y a pas ci ? Est-ce qu'il n'y a pas ça ? Donc, il y en a qui finalement, ils t'appellent toutes les semaines. Donc, dans ce cas-là, c'est plus lourd. C'est plus lourd qu'un institutionnel. Comme je dis, l'institutionnel, ça demande plus de reporting qu'un privé, il n'aura pas besoin. Mais finalement, c'est carré, c'est réglé. Si tu suis tes échéanciers, tout, c'est top, quoi. Ok, très intéressant. Et alors, maintenant, tu fais principalement donc consulting, on a vu ? Ouais, alors consulting, l'autre aspect peut-être précisé, ça c'est l'aspect côté gérance. Sinon, je fais du consulting aussi pour les investisseurs, les institutionnels, ceux qui ont pas un portefeuille d'immeubles trop conséquent pour avoir la compétence à l'interne. Il faut savoir qu'avant, j'étais au groupe Mutuel au niveau acquisition de départements immobiliers. Et puis, j'ai aussi tout ce côté maintenant investisseur institutionnel que je connais bien. J'ai aussi cette casquette-là. Et puis là, entre autres, je les aide à mettre en place une vraie stratégie. Donc, j'ai vraiment cet aspect ma stratégie. D'ailleurs, j'ai aussi un CAS en gouvernance d'entreprise qui me permet de faire une planification et puis des inventaires de la situation et d'être force de proposition. Parce que c'est toujours important quand tu commences à avoir un certain nombre d'immeubles de savoir comment tu veux te développer, comment tu veux le conserver. Mmh. Et puis, en parlant de conservation, il faut être aussi capable, finalement, de suivre le travail des régies. Parce qu'en général, les caisses de pension ou autres ne le font pas... ne gèrent jamais en direct, elles font appel aux régies. Mais faut-il savoir superviser le travail des régies ? Ouais. Donc, cette prestation d'asset management, je la propose pour des propriétaires qui ont 20, 30, 40 immeubles et puis qui n'ont pas besoin de la compétence... c'est pas qu'ils n'ont pas besoin de la compétence à l'interne, c'est qu'ils externalisent parce qu'il n'y a pas un poste de travail à 100% pour la gestion des immeubles. Okay. C'est vrai que la gestion des immeubles, ça se complexifie.
Et puis, il y a maintenant tout l'aspect énergétique. Tout le monde est amené maintenant à faire l'inventaire de ces bâtiments, de savoir combien ils consomment en CO2. Il y a des vrais plans, de la vraie planification qui doit être mise en place. Ça va nécessiter des décaissements. Il faut planifier ces investissements. Puis ça, c'est aussi quelque chose que je propose dans l'accompagnement, de faire cette planification, de faire les reportings et puis de les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique de développement durable. Ok, donc il y a le développement durable et il y a l'optimisation du parc qui est déjà existant. Ouais. Absolument, et il y a beaucoup à faire pour l'optimisation des parcs, parce que si l'investisseur, il attend que la régie soit force de proposition, dans le monde actuel de la régie, il peut attendre longtemps. Ouais. Parce que le monde de la régie, c'est quand même aujourd'hui un monde où il y a vraiment passablement un manque de ressources qualifiées, beaucoup de turnover. Beaucoup de travail à faire. Et énormément de travail à faire. Ce qui fait qu'il y a quand même une qualité, la qualité de travail des régies, je l'observe qu'elle a vraiment beaucoup baissé ces derniers temps. Okay. Donc, derrière, c'est le propriétaire qui est péjoré. Ouais. Un exemple concret, je viens de faire une vente d'immeubles et c'est dans une région, ça à Comté, c'est une région où il ne devrait pas avoir de vacants. Et sur l'immeuble que j'avais du vacant. Mais finalement, je creuse un peu, il n'y a même pas d'annonce de la part de la régie. Ah ouais. Donc, comment elle peut louer un appartement? Puis c'était récent, c'était super bien placé. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas normal. Puis en fait, il n'y avait pas le travail derrière de la régie. Et ça, je l'ai vu vraiment à plusieurs reprises. Puis finalement, le propriétaire, s'il noyait dans l'ensemble de son portefeuille, il va peut-être pas se poser trop de questions pourquoi il y a un vacant. Mais en fait, il y a plein de vacants que si la régie mettait toute l'énergie et mettait en œuvre un peu de marketing et autres, finalement, ces appartements, ils seraient loués. Ouais. Et puis, tu as aussi tout un travail qui peut être fait où tu peux mettre en place des plans de valorisation, revoir les états locatifs. D'office, quand tu as un appartement qui revient sur le marché, dire là, je peux adapter le prix. Mais toi, tu es force de proposition en tant que régie. Ouais, parce que sinon, en général, je veux dire, les investisseurs, comme je dis, dans les caisses de pension et autres, si tu n'as pas vraiment l'asset manager immobilier, le responsable financier, ce n'est pas un expert immobilier, donc il y a certains aspects dont il ne se rend pas compte. Donc lui, il va se dire, c'est un vacant, c'est normal, ou autre. Où il y a les travaux ont duré 6 mois pour une peinture, un parquet, et il n'y a pas forcément ce truc. Puis après, lui, il ne va pas savoir si tu peux augmenter le loyer ou pas le loyer. Ça doit venir de la régie, de faire une vraie planification, une vraie tenue des états locatifs. Claire. Et puis, l'autre accès aussi, ça va être l'optimisation des charges. Parce que ça aussi, on pense souvent état locatif, mais il y a vraiment plein de mesures et certaines mesures extrêmement simples qui peuvent être mises en place pour optimiser les charges. Puis notamment, si tu as un portefeuille d'immeubles, par exemple, il y a des contrats cadres. Pour tes ascenseurs, tu peux signer un contrat cadre avec un prestataire et puis ça va te réduire le coût pour l'ensemble de ton portefeuille. Donc, il y a ce genre d'éléments assez faciles à mettre en place qui finalement vont te réduire tes charges, donc augmenter ton rendement. Ouais, ok. Très intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas un problème peut-être avec les régies là, dans la digitalisation, mais pas à cause des régies, à cause de la législation. J'en sais rien, à cause du droit du bail qui nécessite de garder des documents officiels, papier, original, pendant 10 ans, dans des classeurs, au sous-sol, en archives. Tout le monde a oublié. Enfin, c'est parce qu'il y a quand même des obligations. Oui, alors sur c'est l'effort des régies qui n'est pas fait. Alors, un bout, c'est l'effort des régies qui n'est pas fait. Okay. Un autre bout, il y a une question de législation. Alors, conservation des pièces, la plupart peuvent quand même être conservées de manière digitale, en termes de droit du bail. Enfin, je veux dire, un contrat et autres, ça peut maintenant être digital. Il y a juste la question de la signature. Et ça, aujourd'hui, la signature digitale d'un contrat de bail à loyer n'est pas officiellement... Ouais, c'est toujours le même problème. Parce que tu vas en commission de conciliation, tu n'es pas d'accord, ça va au tribunal, c'est quoi la finalité? Quand tu vas en procédure, tu remets toujours des pièces en copie. Après, il y a quand même... c'est vrai qu'un contrat de bail, moi, aujourd'hui, je ne prendrais pas le risque de l'avoir que 100% digital. Mais tout ce qui est ensuite les correspondances, les bons de commande, les pièces bancaires, parce que finalement, c'est beaucoup les pièces bancaires qui prennent de la place. Les pièces bancaires, aujourd'hui, oui, tu es censé les conserver 10 ans, mais la plupart peuvent être conservées de manière 100% digitale. Ouais,
Ok. Donc, C'est plus un problème. pour moi, c'est plutôt les régies qui sont pas assez actives sur le plan de l'utilisation de la digitalisation. Et puis pour moi, l'autre problème que j'identifie dans le monde de la régie à l'heure actuelle, c'est le manque de ressources qualifiées. Et Honnêtement... pourtant, il y a plein de brevets de gérants. Plein de gérants d'immeubles qui sortent. Oui, mais si tu... Peut-être pas assez, ouais. Ouais, alors pas assez par rapport à la demande, parce que en fait, si tu regardes l'immobilier en Suisse, ne cesse pas de croître. Donc, tu as tout le temps des nouvelles constructions. Donc, ces nouveaux immeubles, il faut des prestataires pour pouvoir faire la gestion, l'exploitation. Mm-hmm. Donc, on a un parc qui grandit. Derrière, il faut du coup que les gérants se développent, quoi. J'ai l'impression d'ailleurs que toutes les régies sont complètement dépassées. Et j'avais un ami d'ailleurs qu'on connaît en commun, qui est une régie à Martigny et qui m'a dit que honnêtement, à Martigny aujourd'hui, tu ouvres 3 régies supplémentaires. Demain, elles ont les 3 du travail. Ouais. C'est incroyable. Et puis ça, je le constate tous les jours, puisque aujourd'hui, je ne fais plus l'activité de gestion d'immeubles et de PP. Mais honnêtement, j'ai facilement 1 fois par jour quelqu'un qui m'appelle et qui me demande « Est-ce que tu prendrais pas notre immeuble en gestion ?» Ah ouais? 1 fois par jour? Ouais. Ah ouais, c'est énorme. Mais énorme. Aussi parce qu'il y a des régies en place, mais il y a des régies en place justement qui n'ont pas bonne presse et puis qui perdent des mandats. Donc, il y a ces copropriétaires qui recherchent, ou bien des propriétaires d'immeubles locatifs, parce que ça vaut aussi pour les immeubles locatifs, qui recherchent des régies. Et dernièrement, en effet, je connais plusieurs personnes qui se sont lancées à leur compte et elles cartonnent, elles sont pleines. C'est incroyable. Elles sont pleines et puis elles me disent aussi souvent, oui, finalement, j'aimerais bien développer mon activité, mais elles ont de la peine à recruter du personnel qualifié. Donc finalement, elles se disent, si c'est développer mon activité pour plus être capable de fournir un travail de qualité, je me tire je me tire une balle dans le pied. Ouais, donc, elles préfèrent rester avec un portefeuille bien, mais ça leur donne le luxe de choisir aussi les immeubles qu'elles choisissent, les immeubles qu'elles ont envie de gérer ou pas. Donc, typiquement, la vieille PP sur laquelle tu as fait 0 travaux et puis qui a 100 000 francs sur le fonds de rénovation et autres, ça, c'est le genre d'immeuble qu'elles vont dire non, on prend pas parce que l'ancien administrateur, il s'est pas occupé des travaux, des pots communs en plus. Il n'y a pas assez d'argent sur le fonds de rénovation. Il faudra accompagner les copropriétaires pour faire des crédits supplémentaires et autres. Ça, c'est typiquement le genre de PP que personne n'en veut aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Ok, donc partie consulting, gérance, on a vu, et donc tu fais aussi du courtage immeuble. Voilà, courtage principalement, du courtage d'immeuble. Et ça, c'est comment? Alors déjà, pourquoi? Pourquoi par rapport à tout ça? Alors, pourquoi? Parce que dans le monde du courtage, il y a quand même de nombreux acteurs. Si ça manque de qualification. Ça peut manquer de qualification, ça c'est sûr. C'est pour ça que comme j'ai aussi justement... cette large palette de compétences, comme je maîtrise quand même ce droit du bail, ces gestions des charges, cette planification des travaux, cette question énergétique aussi, pour moi, c'est plus intéressant de pouvoir faire un accompagnement, entre guillemets, global que sur une vente d'un appartement en PP. Ça sera quelque chose de plus simple. Et puis, c'est un autre public. Comme j'ai la chance d'avoir un réseau qui est quand même très étendu sur tout l'ensemble de la Suisse romande, et puis d'être aussi dans le monde des investisseurs par mes anciennes fonctions auprès du groupe Mutuel. J'ai également développé vraiment un réseau de différents institutionnels. Donc, ça me permet d'obtenir des mandats et puis surtout de pouvoir également les réaliser puisque j'ai ces contacts dans ma base de données et dans mon portefeuille. C'est aussi surtout que le courtage d'immeubles, c'est pas de la communication directe comme on fait une vente d'une villa ou d'un appartement où on va utiliser comme outil principal les portails. Tu n'utilises pas les portails? Alors, pour certains objets, oui, mais la plupart du temps, c'est vraiment un listing de personnes bien établies. Okay. Les investisseurs, ils ont des critères d'acquisition. Tu connais ces critères d'acquisition, donc avant d'envoyer de manière générale, tu en cibles ceux avec que tu sais que ça va pouvoir correspondre, parce que l'idée, c'est pas d'inonder
d'inonder les responsables des acquisitions de tout et n'importe quoi, donc mieux vaut cibler. Et puis après, il y a beaucoup, typiquement ce matin, je reçois un mandat pour un immeuble, mais le propriétaire veut que ça reste 100% confidentiel. Ok. Donc, quand ça doit rester 100% confidentiel, c'est très compliqué. Et ça, il y a quand même beaucoup dans la vente d'immeubles de propriétaires qui te demandent d'être extrêmement confidentiel. Donc là, il faut vraiment que toi, réfléchisses à la personne ou les personnes qui pourraient être intéressées. Tu dois les contacter en leur donnant que quelques informations. S'il y en a un qui dit « Ok, je vais plus loin avec 5-6 éléments », tu peux lui faire signer un accord de confidentialité et lui transmettre le dossier. Ok. Mais du coup, là, c'est vraiment une question d'avoir les bons contacts. C'est le réseau, ça. C'est le réseau. D'ailleurs, dans l'immobilier, c'est une grosse question de réseau, quand même. Je veux dire, ton élément clé de base, c'est ton réseau. Ouais, c'est clair. C'est ton réseau. Magnifique. Et du coup, tu fais quand même un petit peu de courtage d'objets comme ça, hein, pour des gens que tu connais. Ouais. Et c'est quoi c'est quoi ce que tu préfères? Enfin, pourquoi tu préfères les immeubles par rapport aux petits appartements? Bon, en soi, j'aime le courtage et la négociation de manière globale. Donc, j'ai aussi du plaisir à accompagner un petit investisseur que justement vraiment un fonds de pension ou un fonds de placement. Après, je l'ai dit, c'est aussi par rapport à mes compétences. J'adore faire l'analyse des états locatifs, j'adore analyser un immeuble. Quand tu fais un immeuble de rendement, ça ne vaut que parce que ça produit. Donc, tu dois être extrêmement attentif à l'état locatif, à sa réserve locative, à ses futurs travaux de rénovation, à l'optimisation des charges et autres. Et puis c'est là où pour moi j'amène vraiment une plus-value parce que sur un courtage d'une maison ou autre, bien sûr que tu vas récolter tous les éléments de base, tu vas faire ta visite, tu vas mener ta négociation, mais il y a moins de complexité. Moi, voilà, d'avoir un peu plus de complexité dans mon quotidien, ça m'excite un peu plus aussi. Okay. Mais voilà, je dis, il n'y a pas de petites affaires, il n'y a pas de petits propriétaires. Le travail d'accompagnement, il est toujours super à faire. Et puis, un contact des fois sur un appartement en PP, ça va te donner une opportunité sur une vente ou un développement de projet. Donc, moi, je trouve que c'est toujours intéressant aussi d'avoir différents acteurs, intervenants et clients. Ah, c'est clair. Ouais. Pour les immeubles en question dont tu t'occupes pour le courtage, c'est principalement des propriétaires privés ou c'est institutionnel plutôt? Il y a les deux. Il y a les deux? Il y a vraiment les deux. C'est quoi le sentiment qu'ils ont par rapport à ce qui se passe maintenant sur le marché, augmentation des taux, etc. Il y a plus de vendeurs qu'avant ou ça change pas grand-chose? Est-ce que le renouvellement leur fait peur, les taux? Pour les institutionnels, c'est pas tellement un problème parce qu'au final, pareil, il n'y a pas de taux, pas de question de taux au final, mais pour les privés. Bon, on observe, mais d'ailleurs on l'observe aussi même dans le courtage de biens d'habitation, qu'il y a depuis la hausse des taux d'intérêt quand même une baisse des transactions, faut être clair. Maintenant, les taux d'intérêt sont en train de se stabiliser. Il faut savoir aussi, je l'ai dit, les immeubles de rendement, ils volent que parce qu'ils produisent. On avait aussi ces dernières années atteint des valeurs qui étaient... ridicules. Ouais, qui étaient complètement surfaites ou en tout cas avec un énorme décalage avec la valeur intrinsèque, donc la valeur de bâti. Ça, c'était d'ailleurs une grande question dans le monde des experts immobiliers, c'est de dire, mais à un moment donné, est-ce que c'est normal qu'on puisse avoir un tel gap? Finalement, ça suit le marché des capitaux, mais on n'est pas qu'un pur produit financier. On est techniquement quand même un bien réel avec une valeur, un caillou, une pierre. Donc, dans les immeubles de rendement, c'est très bien que finalement, il y ait cette correction. Et puis, on l'observe. Maintenant, il y a déjà une baisse des prix. Après, il y a toujours, quand tu dois faire de l'investissement, ce qui est quand même toujours le cas des caisses de pension, des privés, tu as seulement 3 possibilités, les actions, les obligations, l'immobilier. Tu mets tes billes en général répartis dans différents paniers, donc tu auras toujours des acteurs qui seront disposés à acheter de l'immobilier.
Notamment, il y a aussi toute une partie qui achète 100% fonds propres dans les investisseurs. Donc, eux, les taux d'intérêt ne leur changent pas. À contrario, ils sont plutôt... Eux, aujourd'hui, sont mieux positionnés parce que comme ils arrivent à avoir des prix d'immeubles qui sont mieux, eux, maintenant, ce sont les nouveaux acquéreurs sur le marché actuel. Par contre, ceux qui avaient besoin de faire du financement, là, peut-être qu'ils réfléchissent un peu plus. Après... Honnêtement, si tu choisis, c'est toujours la question de la situation, l'analyse de tes loyers, c'est toujours extrêmement attractif d'investir dans l'immobilier, dans un produit qui est qualifié. Ouais. Au niveau de la vente, ce qu'on va maintenant beaucoup voir apparaître sur le marché, c'est ce qu'on appelle les passoires énergétiques. Je l'ai dit, tous les institutionnels sont en train de mettre en place leur... politique de développement durable. Ils doivent faire des reportings, ils doivent communiquer. Ils se sont fixés des objectifs en règle générale en lien avec ceux de la Confédération. Donc, dans le cadre de cette stratégie, ils vont plutôt que de rénover, il y a des biens qui ne sont pas intéressants à rénover, ils vont les mettre sur le marché. Ces biens-là, ça va être assez compliqué de réussir à les vendre. Parce que derrière, les autres investisseurs ne vont pas vouloir aller acheter des passoires énergétiques. Donc, ça veut dire qu'on risque d'avoir pas mal d'objets qui répondent plus aux normes énergétiques qu'on s'attend aujourd'hui, même pour un privé, quelque part, puisque avec la nouvelle loi climat qui vient d'être votée, avec... il faudra que quelqu'un les gère, ces immeubles, quand même. Enfin, quelqu'un les achète et les rénove. Il y aura des affaires à faire, certainement. Il y aura des affaires à faire pour ceux qui sont dans le cadre de rénovation, Ouais, c'est clair. Voilà. C'est sûr. Mais ça veut dire que maintenant, si tu achètes un immeuble qu'il faut vraiment refaire façade, fenêtre, toiture, chaufferie, conduite, le profil de la personne qui achète, c'est donc pas un privé ou un institutionnel, c'est vraiment quelqu'un qui achète dans le but d'avoir une opportunité de le rénover et de revendre. Mais faut-il que le prix de base soit une opportunité ? Et aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont des passoires énergétiques, mais ils pensent encore que leurs biens valent... presque comme un immeuble neuf. Et là, avec la hausse des taux d'intérêt et autres, le marché doit comprendre que pour ces biens-là, il y a une perte de valeur. Et ça, c'est encore pas enregistré. On en revient à est-ce que la valeur intrinsèque n'a pas quand même une influence sur la valeur d'un immeuble, dans ce cas-là ? Mais ça me paraît quand même normal que tu es obligé d'avoir une valeur par rapport au bâti. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. En théorie, pas. En pratique, peut-être un peu plus. Ouais. C'est ça. D'un point de vue valorisation des immeubles, justement, aujourd'hui, pour moi, c'est assez clair de ce qu'on voit sur le marché. Je suis pas dedans tous les jours comme toi, mais je me dis quand même la valorisation des immeubles, vu que théoriquement, elle est quand même purement basée sur la valeur de rendement, donc uniquement ce qu'ils rapportent. Au final, on s'en fout un petit peu on prend en compte les travaux à faire, donc ça rentre un petit peu dans la valeur intrinsèque, mais c'est purement ce qu'ils rapportent qui compte. Aujourd'hui, vu que le rendement attendu a été tellement bas parce qu'à un bout d'un moment, la valeur de rendement, c'est simple, c'est l'état locatif divisé par un taux, au final. Donc, c'est soit tu augmentes l'état locatif, soit tu diminues le taux. C'est ça qui fait augmenter la valeur. Mais l'état locatif, t'es limité, juridiquement, mais le taux pas jusqu'à 0. Après, t'es limité. Mais on est descendu tellement bas, à un moment donné, on était trop proche de 0. Et aujourd'hui, un immeuble auquel on était, pour lequel les investisseurs étaient d'accord de l'acheter à 1,5, parce que, ma foi, il fallait liquider le cash. Il y avait les intérêts négatifs. Donc, les intérêts négatifs ont fait qu'il y a eu liquidation de cash. Exactement. Donc, achat d'immeubles justement à des taux... ridicules. Beaucoup trop bas. Ouais. Mais donc, aujourd'hui, si l'investisseur s'attend à 3, la valorisation de l'immeuble est divisée par 2. Techniquement. donc, je voulais dire, tout ça pour dire que, à mon sens, les appartements en PP, maisons individuelles, tout ça, qui n'ont rien à voir avec la valeur de rendement, ou alors, plutôt qui sont liés aux petits investisseurs, qui ont toujours pris en compte les taux d'intérêt dans le calcul, eux, ils sont quand même beaucoup moins touchés, les objets seront beaucoup moins touchés, et beaucoup moins influencés par la baisse de valeur, mais potentiellement, ces immeubles, il y a des immeubles qui ont été vraiment achetés n'importe comment, et qui peuvent facilement perdre 20-30%, à mon sens. Alors, je te rejoins. Dans vraiment les immeubles donc, purement de rendement, il y a des acteurs qui ont été vraiment les acheter à des taux de capitalisation trop bas, donc à des valeurs qu'on peut dire surfaites. Et aujourd'hui, il y a une correction du marché. Et puis, même ces acteurs, déjà fin 2022, quand ils ont dû réévaluer leur parc, parce qu'ils réévaluent leur parc chaque année,
ils ont déjà dû enregistrer des baisses. Et puis certainement qu'en 2020, c'est sûr qu'en 2023, il y aura de nouveau une correction, puis une correction qui peut être assez importante, puis du coup, ça va impacter les résultats. Ah, c'est clair. Mais je reste quand même convaincu que ça touche surtout les institutionnels, donc des immeubles qui sont relativement gros, quoi, oui. À partir de 10 millions par là. Ils ont quand même rarement acheté autour des 5 millions, enfin en dessous de 10, c'est rare. En général, tu te positionnes sur des immeubles qui ont en tout cas une vingtaine d'appartements, puisqu'il y a toujours aussi cette question de rationalisation au niveau des charges, des rénovations et autres. Donc la plupart des institutionnels se positionnent pas en dessous de 10 millions. Ouais. Ok. Est-ce que tu trouves encore des acheteurs, il y a encore des acheteurs intéressés pour des immeubles qui sont inférieurs à 10 millions, donc hors institutionnel, hein, là où le taux d'intérêt rentre en compte aujourd'hui, parce qu'on souvent me pose la question, on me dit, bon, voilà, si je calcule maintenant, je vais acheter mon appartement, alors c'est plutôt pour les investisseurs à petit appartement, hein, mais quand je compte combien ça va me coûter par rapport au prix de vente qui est proposé, ça a plus d'intérêt. Réponds quoi à ça? Bon, en dessous de 10 millions, c'est quand même souvent, comme on l'a dit, c'est pas forcément des institutionnels qui en sont propriétaires. Donc finalement, c'est plutôt des privés. Et ça va être de la vente plutôt de privé à privé. Donc eux, ils sont pas... puis souvent, même un privé, tu lui parles de DCF, Discounting Cash Flow, qui est la méthode d'évaluation qui ont les institutionnels où tu prends en compte donc, la variation des flux. Eux, ils ont une approche éventuellement hédoniste, comme tu l'as dit, où tu fais juste de capitaliser l'état locatif, mais ils sont connectés à la réalité de la pierre et moins... ils suivent moins les marchés des capitaux financiers. Donc, en général, eux, ils sont moins exigeants, puis ils n'ont pas été achetés avec du 1,5. C'est finalement peut-être aussi beaucoup... Il y a beaucoup d'héritiers dans les immeubles. Donc, il n'y aura pas forcément ce problème de surévaluation avec ces biens en dessous du 10 millions. Ok. Comment tu vois l'évolution du marché là? Peut-être pour les années à venir maintenant sur le plus petit immobilier, quoi, appartement de rendement normal ou maison individuelle. Bon. Parce qu'on parle de baisse de moins 0,2%. C'est la fin du monde. Bon, la hausse des taux a fait que les personnes ont été un peu frileuses ces derniers mois. Ils attendent de voir aussi comment les taux réagissent, puisque là, ils ont augmenté, mais dans les dernières études qui sortent des différents milieux financiers, on s'attend maintenant à une stabilité. Il y aura peut-être encore une augmentation du taux, mais logiquement, on s'attend à une stabilité, voire même certains s'attendent à une baisse du taux. Cette stabilité du marché, elle va redonner confiance au domaine de l'immobilier. Donc moi, je suis plutôt assez confiante. Je trouve normal qu'il y ait ce frein de début, qu'on attend de voir comment ça réagit. Ouais. Et puis c'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est que c'est finalement le 1% qui n'est pas un taux d'intérêt dans un marché normal. Parce que moi, j'ai fait ma première acquisition il y a 20 ans. J'avais pu avoir un 3,8, j'étais tellement contente d'avoir un 3,8. Donc finalement, un 2,5, si tu regardes puis tu fais tes calculs de rentabilité, ça te donne toujours quelque chose d'intéressant et de stable et de durable. Ouais. Donc du 2,5, il n'y a rien d'affolant et il y a tout à fait la possibilité de réussir à avoir un bon rendement tout en ayant un taux d'intérêt à 2,5. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y aura des opportunités quand même pour les investisseurs maintenant avec les renouvellements? Peut-être dans les immeubles comme les maisons, dans le sens où il y a des vendeurs qui forcément n'ont pas budgétisé correctement une augmentation du taux, qui s'en dit de toute façon, moi, 1 million, ça coûte 10 000 balles par année, quoi. Alors oui, je pense qu'il y aura le bonheur des uns, c'est plutôt le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais je le vois plutôt sur des objets d'une certaine importance. Ça veut dire, ça veut dire, je le vois plutôt sur les objets individuels, notamment sur des villas. Dès que tu es au million, c'est clair que si tu as ta charge financière qui a doublé ou triplé... Parce que
Parce que même, tu vois, je voulais dire, même que le calcul de la banque est toujours à 5%, les gens, quand ils ont signé le calcul de la banque, ils s'en foutent. Ça sort de leur tête. C'est clair. 100%. Mais c'est comme je te dis, celui qui a son appartement en PPE à 600 000, la charge financière, si elle est augmentée, elle va rester correcte. C'est pour ça que je le vois plus une problématique pour des maisons individuelles au million où tu as peut-être tes 800 000 francs, ta charge financière, ça fait mal si tu dois payer 15 000 francs en plus par année, puis tu l'as pas budgétisé. Ou alors c'est tes vacances qui passent à la trappe ou ce genre d'éléments. Parce qu'en effet, même si la banque elle a regardé la tenue des 5%, toi tu as vécu en ayant ton taux bloqué à 1. Donc, pendant 5 ans, 7 ans, 8 ans... Voilà. Et puis l'autre où il peut y avoir des opportunités, c'est sur le marché des résidences secondaires. Parce que là, la même chose. Tu pouvais t'offrir ta résidence secondaire parce qu'elle était avec une charge financière accessible, agréable. Et puis si elle, la même chose, si elle double, elle triple, là tu réfléchis peut-être 2 fois à conserver ta résidence secondaire. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Mais en même temps, plus l'immobilier, je pense qu'il y a effectivement, c'est exactement ce que tu dis, je pense qu'il y a un créneau, peut-être 1, 2, 3 millions, peut-être c'est compliqué. Mais après, tu passes au-delà de ça, et c'est des gens qui s'en foutent du taux d'intérêt, quoi. Au pire, ils mettent un peu plus de cash parce qu'ils ont de l'argent. C'est ça, puis en général, ils sont sur des biens, soit c'est parce qu'ils ont vraiment des moyens, soit ils sont sur des biens de rendement, c'est juste leur rendement qui va diminuer. Mais un rendement qui diminue, c'est toujours du cash qui rentre. Ouais, tout à fait. Donc c'est toujours mieux d'avoir un investissement que d'avoir de l'argent qui dort à la banque. C'est vrai. Un petit mot peut-être encore sur la formation, parce que t'en as fait beaucoup, t'en donnes depuis longtemps. Est-ce que tu penses que le marché immobilier il devrait être plus régulé ici, plus protégé ou pas? En plus, c'est une grande question d'actualité en ce moment, puisque il y a des acteurs qui ont des pratiques qui peuvent paraître non éthiques, ou je pense à certains qui vont piquer des mandats ou piquer des collaborateurs et autres. Ça, c'est vraiment une question de morale. Après, il y a comment tu joues avec tes clients, qu'est-ce que tu mets en avant. Et puis, c'était réglementé par le passé. Oui, je me rappelle, mon père avait sa patente. Donc, maintenant, je ne saurais pas dire les raisons pour lesquelles il faudra les demander aux acteurs. Aux associations. Ouais. Mais il y avait, je me rappelle très bien que mon père avait sa patente. Donc, ça a été réglementé pendant un moment. Ça l'est en France, très clairement, avec une obligation, avec leur loi Azur, avec une obligation de faire de la formation. Mais pour moi, ça me paraît, en tout cas, indispensable si ce n'est pas... Je veux dire, réglementer que tout le monde envoie ses employés se former. Parce que quand même, ce n'est pas anodin de faire du courtage ou de la gestion immobilière. Il y a énormément de législation, il y a la connaissance du marché, il y a beaucoup de choses. Et puis, ça serait bien aussi que notre métier soit mieux valorisé. Parce que ce qui est un peu dommage, moi, je me dis, j'ai mis en place énormément de choses. Je me suis formée moi-même. Et puis finalement, je suis avec les mêmes acteurs qui ont jamais mis un pied dans une école, où il n'y a pas forcément que par l'école, mais au moins au sein même des entreprises, qu'il y ait vraiment du mentoring, qu'il y ait vraiment du coaching, de l'accompagnement et autres, mais de qualité, pas juste parce que des fois, je vois certains acteurs, c'est oui, viens travailler chez moi, la veille, c'était vendeur de café, on leur donne une journée de formation, puis on leur dit maintenant, t'es courtier. Ouais. Donc, c'est clair. Un marché qui se complexifie de plus en plus aussi. Oui, très clairement, comme mis à part ça, la plupart des métiers en Suisse, mais on devient un métier complexe. Il y a vraiment toute une série de législations. Et il faut que les personnes voient notre métier comme étant accompagné par des gens qualifiés et de confiance. Et non pas comme des requins de courtiers. Voilà. Ça va rien. Des cow-boys. C'est clair, c'est clair. Bon, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le partage. Avec plaisir. Puis, en tout cas, j'ai hâte de voir la suite de Laura Immo. Et moi-même. Au plaisir de futures collaborations. À bientôt. Ciao. Bye.